La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Christophe Patrice reçoit la maison d'édition jeunesse Maison Georges. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Anne-Bénédicte et Anne, je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir ce soir parce que comme vous venez de le rappeler, Anne, ça a été un peu laborieux de pouvoir vous accueillir. En fait, si je me souviens bien, le premier contact que nous avons eu, c'était un mail que vous m'avez écrit à l'été 2019. C'était juste avant ma première formation sur la presse jeunesse et vous m'aviez signalé que vous aviez vu passer le programme et vous me proposiez de peut-être donner des exemplaires de Georges ou en tout cas des photocopies de certaines pages du magazine. Et ça a été le début d'une petite correspondance et puis de ma part d'une réflexion de pouvoir vous accueillir à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de ces visiteurs du soir. Ça a mis du temps parce que il y a eu le confinement. J'ai également au départ voulu faire correspondre cette rencontre avec l'anniversaire des 10 ans de Georges et l'avait donc prévu l'an dernier. Et en fait, en revoyant les premiers numéros de Georges, je me suis rendu compte que ce premier numéro datait de décembre 2010 et qu'il continuait jusque janvier 2011. Et en fait, on est exactement dans les temps, donc je suis d'autant plus content d'avoir retardé indéfiniment cette rencontre. Un chat qui retombe sur ses pattes. Exactement. Nous allons donc parler dans cette maison Georges, du magazine Georges. Nous allons parler de beaucoup d'autres choses parce que vous êtes loin de vous limiter à la parution de ce magazine, même s'il est finalement emblématique de ce que vous faites jusqu'à figurer dans le nom de votre maison d'édition. Ce par quoi je voudrais commencer. Alors, il y aura beaucoup d'images. On a inondé. Voilà. J'ai bien reçu tout vos gigas d'images. Mais ça s'y prête vraiment parce que c'est un magazine qui est extrêmement visuel. Je pense que ces 2 heures que nous allons passer ensemble vont vraiment, je l'espère, être conçues comme un feuilletage de ces magazines. Et pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas encore, vous donner envie de les découvrir. Et pour ceux et celles qui les connaissent, d'en apprendre un peu plus. Donc, Anne-Bénédicte Schwebel, vous êtes directrice générale et artistique. Anne Bensoussan, vous êtes éditrice adjointe de cette maison d'édition qui s'appelle Maison Georges. Est-ce que c'est chez vous la photo qui est en dessous? Est-ce que c'est la Maison Georges? Oui. Alors, c'est là où on travaille, c'est pas là où on habite. Là, vous avez sur la partie gauche de la photo, là où il y a le vase de tulipes au premier plan, c'est une mezzanine, je sais pas si on se rend bien compte, si on connaît pas. C'est notre espace un peu de déjeuner. Vous voyez, juste à gauche, on a un petit micro-ondes et une table et on déjeune là. Et puis, dans le fond, il y a un petit transat pour pour faire un petit peu de repos, petite salle de repos. Et en dessous, on a une grande pièce comme ça. Alors, vous voyez, la pièce continue aussi sous la mezzanine. Et là, on voit au fond à droite, on a le pôle des graphistes, un coin qui sont vraiment des graphistes sous la lumière, en fait, sous les grandes baies vitrées. C'était un imprimeur. On est dans une ancienne imprimerie. Ça a été un imprimeur depuis le 1901. Ça s'appelait l'imprimerie Rodanienne. Et la machine qu'on voit au fond, je ne sais pas si vous on la verra sans doute mieux après. C'est une machine qui sert à faire les coins arrondis manuellement, donc vraiment à arrondir les coins des ouvrages. Donc on a gardé quelques éléments de mobilier de l'imprimeur qui était encore là jusqu'au moment où on est arrivé, nous, en 2011, je crois. Oui, c'est ça, en 2011. Et voilà, donc on vit encore un peu. Il y a des vieilles typos aussi, des vieilles Heidelberg. On en a 2 qui trônent au milieu du bureau. Donc c'est d'autres photos. C'était pas tout blanc comme ça. Quand on est arrivé, c'était vraiment une imprimerie qui avait 100 ans. Donc c'était tout noir. Il y avait de l'encre partout. C'était très sombre. Il y avait vraiment des choses très bizarres. Et puis maintenant ça fait très. Ouais. On est privilégiés parce que on a correspond vraiment bien à l'esthétique de vos productions. Si on reste dans la métaphore de la maison, qui habite cette maison à part vous deux? Quelle est l'équipe qui travaille au quotidien dans la maison Georges?
Alors, on a six personnes qui font partie de l'équipe salariée de Maison Georges. En dehors de nous deux, il y a 2 graphistes. Une qui est vraiment en charge de piloter Georges et une autre du magazine, donc Graou, qui est pour les plus jeunes. Et puis chacune travaille aussi sur tous les autres projets dont on vous parlera. Et il y a une autre personne qui s'occupe plus des relations avec les abonnés, parce qu'on est vraiment dans un métier de presse, donc ça prend quand même beaucoup de place aussi, cette relation aux abonnés, et l'administration un petit peu générale. Et une autre personne qui nous a rejoint depuis 2 ans et qui est sur le développement digital, la présence sur les réseaux sociaux et voilà, la notoriété gagnée sur ces outils-là. Voilà. Donc nous sommes 6 personnes à partager ces locaux-là au quotidien. Et on a un autre bureau qui est partagé par des illustrateurs et graphistes en mode atelier partagé, où il y a 4 illustrateurs, dont Jérémy Fischer par exemple, Marine Rivoal et Agnès Eustache, qui sont peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Voilà, donc c'est chouette parce qu'on est plutôt une dizaine à se retrouver à certains midis pour déjeuner, et voilà, ça donne des très, très beaux échanges. Et puis tous les illustrateurs lyonnais de passage aussi, avec lesquels on collabore, qui peuvent être amenés à passer, mais voilà. Une des premières choses que vous m'avez dites lorsqu'on a préparé cette rencontre, c'est... je pense que c'est vous, Anne, qui me l'avez dit. Anne-Bénédicte et moi, nous avons des rôles bien précis dans cette maison. Nous sommes assez complémentaires, d'où l'intérêt pour vous de venir toutes les deux. Comment est-ce que vous définiriez vos rôles chacune dans cette maison d'édition? Je commence? Oui. Alors... Je commence alors. Ouais, tu commences. Donc moi, je suis la créatrice de la maison d'édition. On en parlera tout à l'heure, mais à l'origine, ça s'appelait les éditions Grain de Sel, parce que c'est né avec un projet de magazine à Lyon qui s'appelait Grain de Sel. Et moi, je viens de la presse à l'origine. Je travaillais à Paris pour des magazines de chez Bayard ou de chez Hachette pour la jeunesse ou pour la famille. Et j'ai créé donc cette maison d'édition en 2000. Et depuis, je suis pas mal à la proue du navire, de l'aventure. Je la pilote stratégiquement, c'est moi qui pilote l'ensemble de l'équipe, et qui a aussi vraiment le rôle de direction artistique générale. Voilà. Et vous, oui, Anne? moi. Alors, moi, je suis à côté du capitaine qui est à la proue du navire. J'ai rejoint Grain de Sel à l'époque du magazine. Moi, je viens pas du tout du journalisme et de la presse, je viens plutôt du spectacle vivant et du métier de l'assistanat de direction il y a longtemps, il y a à peu près 100 ans. Et puis, j'ai rejoint d'abord le magazine Grain de Sel autour de la rédaction en chef du magazine. Et après, sur Maison Georges, mon métier a un peu évolué. Et vers vraiment le travail d'éditrice, et puis aussi un petit peu de tout ce que vous avez mis là, c'est-à-dire les relations avec les libraires, les bibliothécaires, les expositions, la médiation. Voilà, c'est des métiers et des environnements où on est vite très polyvalent parce que c'est des petites maisons et on fait un peu tout. Et moi, je venais aussi de métiers comme ça où j'étais vite un peu couteau suisse de petites structures. Donc c'était ça qui m'avait aussi beaucoup plu quand j'ai rejoint l'équipe à l'époque de Grain de Sel, et c'est ce qui continue aussi à me plaire. On fait beaucoup de choses. Est-ce que vous y accueillez du public dans ces bureaux? Alors c'est un peu exceptionnel, on n'est pas, vous savez, EPV là, établissement, je ne sais plus ce que ça veut dire, les autres lettres, voilà, on n'a pas ça. Mais de temps en temps, on l'a fait pour des inaugurations, des petites expos. Et après, il y a des librairies dans notre quartier, mais il y a des gens qui savent maintenant où on est, parce qu'il n'y a pas des grands panneaux sur la rue qui disent qu'on est là, on est très discrète. Mais par contre, il y a des gens qui savent qu'on est là, donc des fois, on a des lecteurs qui viennent, les enfants, les poussettes, et qui viennent acheter. On a des habitués du quartier. Après, on a fait 3-4 fois pour des grands moments dans la vie de Georges, dont on parlera un petit peu des fêtes, où on a invité les gens à venir faire des ateliers, rencontrer les parents, rencontrer les enfants. Et puis, on a fait, l'année avant le premier confinement, on a fait des rencontres parents et enfants.
autour du magazine, là vraiment, pour discuter avec eux de leur relation de parents d'un enfant lecteur ou d'enfants lecteurs. Donc on avait constitué des petits groupes et on les a invités à venir prendre un goûter avec nous et discuter. Voilà. Donc ça, ce n'est pas le quotidien de... Non, c'est un meuble d'imprimerie. Ça s'appelle un lingotier, le meuble en bois là, avec des petits carrés. On mettait dedans des petits éléments en métal qui servaient à poser les... Et du coup, on a gardé les lingots, on les a enlevés. Et c'est en fait la collection privée de chaussures d'enfants de la famille de Et on adore ces meubles. Tous les gens qui viennent nous voir disent « Oh là là, mais c'est quoi toutes ces chaussures ?» Voilà Ça avait tout, hein. L'espace de travail dont vous parliez. Donc, Exactement. Ouais. Donc on est sur la mezzanine et puis on voit plutôt les bureaux des 2 graphistes. Maintenant, il y a vraiment 2 graphistes. Il y a un bureau en face. À l'époque, il n'y avait qu'une seule graphiste, mais depuis 2 ans et demi, il y en a 2. Donc là, on voit, il y a une vieille Heidelberg sur le côté, une vieille machine qui imprime, dont on ne se sert pas pour l'instant. Et les belles photos qui sont au mur sont des photos qui datent de l'époque des couvertures du magazine Grain de Sel. C'était un magazine où il y avait toujours une photo en couverture. Quelques autres vues. Voilà. Vous avez finalement de la chance parce que j'ai pu discuter avec d'autres responsables de presse indépendante qui parfois font ça dans leur chambre. Vous avez une belle chambre finalement. Oui, on est vraiment privilégiés. Des fois, il y a beaucoup de petites maisons, les gens sont chez eux, dans leur salon, ils n'ont pas d'endroit pour stocker les livres. Nous, ce qu'on voit pas, c'est que en dessous, il y a une cave qui fait la superficie de la pièce, donc on a du stock aussi. Et de façon logistique, c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire que tous les livres ne sont pas dans un entrepôt loin. Quand on part sur un salon, on prend sur notre propre stock. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et il y a encore une autre pièce qui est moins bien rangée, donc j'ai pas donné les photos à qui est un peu une réserve. Et entre nous, cette pièce, on l'appelle chez Guillotte, parce que le monsieur qui avait l'imprimerie avant, il s'appelait monsieur Guillotte, et son bureau était dans cette pièce. Donc on l'appelle pas la réserve, on dit chez Guillotte. Voilà, vous allez tout savoir. Et donc c'est une pièce qui nous sert un peu de stockage de meubles d'exposition qu'on fait dans les bibliothèques, et aussi qui sert beaucoup d'entreposage des revues, puisqu'il y a une boutique en ligne. Et donc, il faut bien faire partir tous les jours les commandes. Donc, c'est une petite réserve comme ça. Donc là, vous êtes arrivé dans ces locaux en 2011. Vous expliquiez, Anne-Bénédicte, qu'en 2000, vous créiez le magazine Grain de Sel, dont voilà un exemple. Qu'est-ce que c'était ce magazine Grain de Sel? Est-ce que c'était une version pour anticiper Georges? Est-ce que c'était le même public? Est-ce que c'était un magazine qui s'était inspiré de votre expérience chez Bayard? Qu'est-ce que c'était? C'était l'envie, en arrivant sur Lyon, de créer un magazine de qualité à destination des familles lyonnaises pour les guider dans leurs loisirs culturels notamment, puis ça s'est élargi au fil du temps vers d'autres types de loisirs, des idées de balades, etc. En essayant de tirer vraiment les choses vers le haut. Il y avait finalement très peu de relais d'information à Lyon en dehors de la PQR. Il y avait vraiment pas grand-chose pour les familles, et c'était à un moment donné, donc c'était en 2000, où il commençait à y avoir une offre de plus en plus importante à Lyon. Donc j'ai créé ce magazine à destination des parents, qui a ensuite couvert Lyon, toute sa région, Saint-Étienne, qui avait un beau tirage de 45 000 exemplaires. Et ça a été une vitrine et aussi l'occasion sur ces 16 années de pilotage de Grain de Sel de rencontrer beaucoup les gens qui créaient pour le jeune public. Pour le théâtre, pour le cinéma d'animation, pour l'édition. On était aussi partie prenante de gros salons sur la région, comme le salon du livre jeunesse de Villeurbanne, dont on a été partenaire et dans lesquels on était engagé en tant que force de proposition aussi, et aussi dans un salon dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'existe plus, qui s'appelait le salon de Saint-Priest. Et ça a été un salon très important pour nous parce qu'on avait une relation très privilégiée avec Marie Paquet, qui la directrice de la médiathèque de Saint-Priest, qui en a eu l'initiative. Et on a rencontré beaucoup d'illustrateurs avec lesquels on a collaboré aussi au début de Georges, puisque le lancement de Georges s'est fait à Saint-Priest, en fait, le premier numéro.
Voilà, donc c'était un magazine culturel avec des très bons journalistes, avec des photographes qui faisaient les photos, avec des spectacles qu'on allait voir. Une journaliste spécialisée dans le cinéma qui allait voir à Paris les films, qui faisait des vraies critiques de films. Enfin, vraiment un engagement au service de la culture à destination d'un public familial. Voilà. Quelle est la place de la ville de Lyon dans ce parcours éditorial? Est-ce que vraiment c'est important pour vous? Est-ce que ça représente un petit supplément d'âme par rapport à ce qui est aujourd'hui la revue Georges? Ou est-ce que Georges aurait pu finalement naître ailleurs? Est-ce que la ville de Lyon vous a vraiment aussi aidé à imaginer? Est-ce que vous auriez pu faire ça à Paris lorsque vous y étiez? Le magazine de Grain de Sel, vous parlez? Oui, et la suite et la de suite. L'aventure. J'imagine que oui, ça aurait peut-être pu trouver sa place à Paris. Je ne sais plus qui, hein, dans un premier temps, m'a quand même dit, au tout début de Georges, on parlait de la difficulté, de l'équilibre fragile, que c'était peut-être possible parce que j'étais à Lyon et que je n'avais pas la charge de loyer parisien et même à niveau de salaire, etc. Et c'est vrai qu'au départ, pour pérenniser le magazine, il a fallu du temps et c'était vraiment pas évident. Donc peut-être que ça aurait été plus compliqué encore que ça n'a été. Et une chose est sûre aussi, c'est que Grain de Sel a été... toute l'histoire de la maison d'édition est imbriquée. Mon parcours dans la presse jeunesse avec l'envie de faire un magazine que je porte moi, ce magazine Grain de Sel et l'envie de faire un magazine pour les enfants qui soit plus gratuit, parce que je ne l'ai pas dit, mais Grain de Sel c'était un magazine gratuit. Et en tout cas, Grain de Sel a permis que Georges existe. Parce qu'il avait déjà 10 années d'existence. Il y avait une équipe qui était là, qui pouvait avoir un petit peu de temps à dédier à ce projet de MOOC pour la jeunesse et lui laisser le temps de vivre, le temps d'acquérir de la notoriété et de ne pas nécessairement devoir être rentable ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année, ni la cinquième. Voilà, et donc avoir le temps de pouvoir laisser à Georges... le temps de se développer. Donc c'était tout est lié. Et puis on avait quand même à Lyon aussi de par Grain de Sel, c'est 45 000 exemplaires, ce qu'on pouvait organiser. Beaucoup de familles, d'enfants, de gens autour de nous qui ont été aussi des personnes ressources pour la création de ces magazines et pour le faire connaître. C'est ce premier fichier lyonnais. Quand on a créé des magazines, on avait déjà un fichier de gens qui étaient des familles avec lesquelles communiquer, les inviter au lancement, etc. Donc on ne partait pas de zéro en fait. Voilà. Décembre 2010, on découvre ce logo. La question que je vous ai posée et que je pense tout le monde vous pose, pourquoi Georges? Qu'est-ce qui nous a pris? Pourquoi on a appelé ça comme ça? On était inconsciente. Je ne sais pas qu'on allait... C'est venu vraiment... on avait vraiment un parti... Oui, vas-y, c'est très bien. Un parti pris sur ce magazine d'en faire quelque chose de très original qui se démarque de ce qui existait en presse jeunesse plus traditionnelle, enfin en tout cas en presse jeunesse très connue, quoi. Donc on voulait vraiment trouver une idée de titre originale, le personnifier aussi, avoir une relation un petit peu de pouvoir en créer presque un personnage, même si après on a choisi de ne pas le personnifier justement et que ce Georges reste assez mystérieux et de jouer un petit peu de ce mystère. Et ce prénom est venu de la graphiste et directrice artistique de Georges qui s'appelle donc Stéphanie Lannes et qui tout de suite a lancé cette idée de Georges et elle avait déjà mûri, enfin en même temps elle avait un petit peu l'idée de ce logo avec cette tête de Georges et ces deux G inversés dans la boucle du G. Voilà. Et on a cherché d'autres pistes, on n'en a pas trouvé de meilleures. On voulait un lien avec le G un peu, parce que il y avait Grain de Sel, c'était un G, et dans le logo de Grain de Sel, il y avait aussi un peu quelque chose. G, voilà. Ouais. Donc on s'était dit, on va garder le G, et puis voilà. Puis un jour, elle l'a appelé comme ça, Georges. Et puis au fur et à mesure, on parlait de Georges, et puis on disait, ça serait un bon jeu pour Georges, et si on faisait ça pour Georges.
Puis Georges, Georges existait. À Précor, comme ça. Avant qu'on débute cette conversation, vous me rappeliez que vous étiez une équipe à presque 100% féminine, et pourtant c'est un prénom masculin, parce que Georges, alors pas que, mais dominante masculine, on va dire. Vous n'aviez pas envisagé un prénom féminin? Ça a tout de suite été Georges a tout de suite été un personnage masculin? Alors pour moi, il n'est pas forcément. Bon, c'est vrai que dans la plupart des cas, quand on parle de Georges et qu'on dit il a sa tante et sa cousine, parce que dans le magazine, il y a toujours plein de monde autour de lui. Il est omniprésent dans le magazine, mais en fait, il n'est jamais montré. On le voit pas. On ne voulait pas le montrer. Et d'ailleurs, un jour, on a fait un concours avec les lecteurs en disant « Imaginez votre Georges » et on a eu toutes sortes de Georges. Il y avait des hommes et des femmes Georges et des chiens Georges aussi. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. Et voilà. Mais au début, non. Je crois que moi, par un peu fibre militante, j'aurais bien aimé que ce soit un nom plus mixte. Mais Georges, il avait ce côté un peu vintage et un peu décalé aussi. Ouais. Maintenant, c'est revenu un peu à la mode, mais il y a 10 ans, commencer le premier Georges par un Georges moustache, moi, ça me faisait beaucoup rire et ça allait bien, en fait. Alors là, vous cassez mon effet. Voilà à quoi ressemblaient les premiers numéros de Georges. C'est important de le montrer parce qu'en effet, ça ne ressemble pas du tout à ce que pouvait faire Bayard ou Milan à l'époque et même aujourd'hui. Et donc, chaque numéro de Georges avait ce très beau format. Personnellement, je trouve que ça se prête vraiment, vraiment bien au format de la presse jeunesse. Et donc, ce premier numéro, donc là, je suis censé faire un effet de suspense. Comment vous vient l'idée de proposer un premier numéro? Donc, chaque numéro est thématique, est centré autour d'un objet ou un concept, et tout le contenu est adapté en fonction de cette thématique. Et votre premier numéro, alors vous parliez de militantisme tout à l'heure, commencez par un numéro moustache. Est-ce que c'est militant? Non, ça vient pas de moi. C'est vraiment... J'aimerais bien, parce qu'après, il y a eu toute une mode de la moustache et tout, mais ça vient pas de moi. C'est vraiment Stéphanie Lannes qui a vraiment, dès le début, parlé d'un magazine où il n'y aurait pas le thème écrit en gros, mais il y aurait vraiment un petit picto qui rappelait... ce dont on allait parler, et que du coup les gens ont naturellement appelé Georges Moustache parce qu'évidemment il n'y avait pas de numéro, donc toutes mes excuses les bibliothécaires, parce que je sais que vous aimez bien que le numéro soit en gros marqué, et nous on a fait que vous embêter sur les premières années parce que la graphiste voulait qu'il n'y ait pas de numéro, donc il n'y avait pas de numéro, ni au dos, ni à quatrième, ni dedans. C'était caché et même la date est parfois difficile à trouver. Tout pour vous embêter. C'était très expérimental, hein, les débuts. Les premiers, c'était... Et c'est vrai que c'était beaucoup dans les mains de Stéphanie Lannes. Donc c'est un parti pris graphiquement assez radical, on peut le dire. Mais avec un fil conducteur néanmoins. Donc il y avait 3 couleurs sur chacune des couvertures qui changeaient, et ces 3 couleurs, on les retrouvait, étaient des couleurs uniques, des doubles pages de motifs qui étaient aussi un marqueur important qui introduisait chaque partie, qui existe toujours d'ailleurs, ces 3 grandes parties, la partie histoire, la partie jeu et la partie rubrique à braque. Et dans la deuxième partie, le motif évolue et on retrouve la deuxième des couleurs de la couverture, et ensuite on y retrouve la troisième des couleurs. Ça aussi, en dehors de demander pourquoi on avait appelé ça Georges, que ça a fait quand même jaser, on nous a posé beaucoup de questions là-dessus, et c'était très intéressant de voir aussi les réactions des enfants à ces motifs, parce que certains adultes pouvaient être un peu circonspects parfois en découvrant le magazine et en disant qu'on avait comme ça dédié 3 doubles pages à ces motifs, et en réalité le pouvoir auprès des enfants de ces motifs, de la découverte de nouvelles couleurs. Bon, après dans l'aventure de Georges, ça va être assez génial parce qu'ils vont évoluer. Donc dans le numéro abeille, ça va devenir les alvéoles d'une ruche. Enfin, il va se passer des choses dans ces motifs. Ils vont être moins toujours le même. Mais même à cette époque, je me souviens d'un salon où on était allé, on avait fait des très très belles rencontres avec des enfants. C'était à Aubagne. Il s'appelait Grain de sel, le salon. Il s'était même excusé parce qu'à l'époque, on était invité en tant qu'édition Grain de sel, et c'est un salon qui existe depuis 30 ans, je crois, à Aubagne. Et il y avait une journée dédiée aux scolaires où je crois, le jour dans nos expériences de salon, on a le plus rencontré d'enfants
les enfants avaient comme mission de choisir un stand, de venir poser des questions et de fabriquer un peu leur mini-journal. Et on a fait des rencontres ce jour-là avec des enfants qui arrivaient sur notre stand, qui découvraient Georges et qui n'arrêtaient pas de dire viens, on va chercher les autres, il est trop classe ce magazine, etc. Et il y avait ce côté-là sans forcément pouvoir mettre de mots plus précis dessus, mais de compréhension qu'ils avaient quelque chose de différent entre les mains, de graphiquement travaillé, d'exigeant, enfin voilà, c'était... Il y a des choix graphiques qui sont très perturbants pour un bibliothécaire, encore une fois. Si on parle si on prend là par exemple les titres des différentes parties, ce jeu sur la typographie, il existe depuis le premier numéro et il continue jusqu'à aujourd'hui, donc de mettre en majuscules les consonnes et en minuscules les voyelles. Non, il s'est arrêté. C'est arrêté ? Oui, on l'a plus dans... Alors pourquoi ça a commencé ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Ça a commencé parce que j'ai laissé Stéphanie pousser le curseur, je pense, graphiquement assez loin. Parce que c'était le projet qu'elle imaginait, qu'elle avait envie d'investir et que graphiquement elle lui donnait une identité forte et j'étais je la suivais en fait sur ce projet-là. Et puis après ça s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que, notamment sur cette question-là du bas de casse pour les voyelles, je crois, et des caps pour les consonnes, c'est ça le principe. Donc ça pouvait donner des choses assez difficiles à lire selon les mots, et on a décidé de revenir un peu là-dessus, de revenir sur d'essayer ça a été tout le chemin dont on parlera de Georges entre sa création et aujourd'hui, remédier aux choses qui pouvaient lui être un petit peu préjudiciables sans perdre son ADN et son graphisme affirmé, voilà. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on est revenu. Donc des numéros thématiques, si on continue dans ce premier numéro moustache, il y a cette page de droite: ce soir dans votre ville, venez admirer l'étrange Madame Georgina, qui est donc la femme à barbe. Vous nous dites Anne, que vous venez du spectacle vivant. C'est pour moi une constante dans Georges, c'est cet effet spectacle. C'est d'appeler sans cesse le lecteur mesdames et messieurs, comme si un spectacle allait toujours commencer. Et dans cette image de droite, il y a clairement des références à ces affiches de cirque. Ça vient pas de moi, c'est une coïncidence. En plus, dans le spectacle vivant, je travaillais dans le cirque, mais c'est vraiment, ça vient d'une idée. Les jeux sont très souvent imaginés par Stéphanie Lannes, la graphiste, et elle les imagine, parce que si on les confiait sans les imaginer avant, on aurait peut-être tout le temps des labyrinthes ou tout le temps le même genre de jeu. Donc on est obligé, comme on les distribue à des illustrateurs différents, de les imaginer. Et puis voilà, ça vient de son imagination. Et là, c'était aussi un jeu où on voulait, dès le début, c'est une constante, apprendre à lire une affiche ou à lire une réclame. Et donc, il y a plein de choses dans la page de gauche. Le jeu consiste à retrouver des détails, des fausses informations qui sont dans l'affiche. L'imagerie publicitaire. Et le mesdames et messieurs, ça a longtemps été quelque chose sur les salons. La première fois qu'on faisait Montreuil, notre grande publicité, c'était ça. Et pour dire bonjour aux gens, on disait bonjour, vous connaissez Georges. Ça a souvent été un peu notre gimmick, quoi. Mesdames et messieurs, c'est aussi, je trouve, assez... ça va bien avec Georges, avec le référentiel de ce type de prénom qui peut être sembler un peu daté, et aussi avec le fait de s'adresser à des enfants, mais pas que, ou à des enfants, les prenant aussi en leur apportant une considération un peu plus, sans leur proposer de choses gnangnan, etc. Oui, c'est pas bonjour Pichoun, ou on n'aime pas trop ça. On n'aime pas... C'est pas mon petit enfant et tout ça. Non. Et vous poussez le mesdames et messieurs, et dans l'humour, vraiment jusqu'au dos de chaque numéro, en tout cas dans cette première série. L'entrée du magazine se trouve de l'autre côté, mesdames et messieurs. Ici, vous l'avez indiqué dans les premiers, mais si on prend donc le numéro vélo, circulez, mesdames et messieurs, tout ce qu'il y a à voir est à l'intérieur du magazine. Le numéro pomme,
Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'éplucher ce magazine. Normalement, il ne contient aucun pépin. Vous poussez vraiment le concept de chaque thématique en gardant justement cette cohérence avec des idées de départ au niveau des jeux de mots. Qui s'occupe des textes? Qui pousse le détail aussi loin? Alors sur la partie texte, tu parlais des jeux. En fait, je ne sais pas si c'est le moment de parler un peu de comment on élabore un Georges. Si. Parce qu'on fait vraiment un comité de rédaction avec l'ensemble de l'équipe, parce que toutes les idées sont bienvenues sur la base d'un thème qu'on a choisi. Alors on choisit aussi les thèmes ensemble de façon à avoir des thèmes qui soient vraiment dans des registres complètement différents, qui peuvent aller de l'objet du quotidien à des thèmes plus historiques, en passant par la nature, la science. On essaie d'alterner un petit peu comme ça pour couvrir pas mal de domaines. Et ensuite, c'est vraiment un travail d'équipe que de penser le contenu le sujet, autour du rubricage dans un sujet donné. Après, sur ces petites accroches comme ça, c'est vraiment Stéphanie qui a vraiment un très bon sens de réclame justement, et c'est une très bonne punchlineuse. Et voilà, elle avait toujours des idées très originales dans ce... Si on continue sur cette première série, vous avez enchaîné un numéro ampoule, un numéro cupcake, un numéro éléphant, un numéro courrier, un numéro lunettes, un numéro trompette, un numéro valise. Et puis il y a un numéro dont je pense on vous parle régulièrement, et là aussi on se demande comment vous viennent parfois les idées de thématiques des numéros, parce que vous avez proposé un numéro machine à laver. Comment est-ce que on en vient à se décider à faire un numéro machine à laver dans un format qui au départ peut interloquer les parents avec un vieux prénom en guise de nom? Ah oui, non, là on est vraiment... Il n'y a pas d'études marketing qui dit comment vous compliquez la vie, vous mettez pas de numéro, vous l'appelez Georges, il n'y a pas de Georges. Un numéro machine à laver. C'est Stéphanie qui nous avait vendu cette idée. Oui. Et je crois me souvenir pourquoi. Parce que comme vous l'avez, donc on a commencé par ces bandes de couleurs qui changeaient à chaque fois. Puis là, on a quand même, ça n'a pas été facile à vendre, on va dire. Et ensuite, et même pour les enfants, on s'est rendu compte un petit peu les libraires aussi de l'exercice. Et donc du coup, je peux vous les prendre. On est passé sur quelque chose qui gardait les bandes, mais qui met en étant de façon plus figurative par rapport au thème. Donc il y a toujours trois routes, les boîtes aux lettres, ça s'y prêtait bien. Les cupcakes, je me souviens plus que c'est un cupcake, c'était avant. Et là, je pense qu'elle s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec le fil à étendre le linge, et que du coup, un numéro machine à laver, ça pourrait être pas mal. À l'époque, il y avait aussi Grain de sel, il y avait le journal, donc on n'était pas toute la journée à réfléchir. Ça, on faisait tout le reste. Donc peut-être elle nous a eu sur un moment de faiblesse. En tout cas, le numéro est très cohérent et très très drôle. Voilà le type de rubrique. Nos butins, voilà. Petit problème, grande solution. Octave n'a plus rien à se mettre. Octave est écrivain et aujourd'hui il prend le thé avec son éditrice qui doit lui annoncer une bonne nouvelle. Donc voilà, vous gardez ce rapport entre l'aspect vieillot, l'aspect enfant-adulte qui est le point de départ de Georges, mais vous arrivez vraiment à l'adapter, la lessive Georges. Et ce que je trouve vraiment très fin, vous allez jusqu'au bout, c'est que le jeu à gauche correspond à la publicité qui se trouve sur la droite, avec tous les mots à retrouver dans les mots mêlés. On en a une grosse au bureau. Une grosse botte de lessive. Après, c'est vrai que ça ne nous a pas... c'est une anecdote, cette histoire de fil avec le linge qui sèche. Mais l'idée, c'était de s'amuser aussi à créer ce magazine et de ne pas se mettre trop de limites et de surprendre aussi. Et d'ailleurs, je pense que ça a contribué... ça a été compliqué à pérenniser sur ces premières années, mais par contre ça a vraiment contribué à faire notre notoriété assurément, parce que les magazines ont été vraiment remarqués par toute cette originalité et cette façon de faire des magazines pour la jeunesse comme il n'y avait pas d'autres références. En tout cas, vous aimez les jeux, vous aimez reprendre les codes
dévier les codes des jeux traditionnels. Ici, on reprend les petits pictogrammes des étiquettes de vêtements pour jouer, justement. Il y a vraiment une logique qui est poussée jusqu'au bout en réfléchissant à tous les aspects possibles de ces jeux. Et en tirant aussi du graphisme, parce que c'est vrai que là, c'était vraiment une belle occasion, ce numéro machine à laver, linge, etc., lessive, que de faire jouer les enfants avec ces pictogrammes. Donc là aussi, ça change. C'est vraiment des exercices dont ils n'ont pas un matériau sur lesquels on les invite pas à réfléchir, à créer. On a des fois des témoignages aussi de familles qui nous disent on voit arriver Georges Banane et on se dit mais 60 pages sur la banane, mais qu'est-ce que Georges va bien pouvoir nous dire? Et en fait on arrive encore à surprendre et oui, et des fois c'est ce qui nous plaît aussi. Alors je vous disais que donc 2010, l'année de création de Georges, si on fait un petit pas de côté par rapport à la presse pour les enfants en 2010, le dépôt légal de la Bibliothèque nationale permet de voir combien de titres de presse pour les enfants ont été créés chaque année. En 2010, il y a 153 créations de titres de presse jeunesse. Alors, c'est beaucoup. Ça inclut parfois des hors-séries, ça inclut parfois des nouvelles formules, mais c'est beaucoup parce que si on regarde les années précédentes, il y a vraiment un pic en 2010 auquel vous participez. Est-ce que vous aviez senti, vous, à l'époque, peut-être un engouement pour la presse jeunesse? Est-ce que c'est un hasard pour vous? Ou bien est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que cette année 2010, elle est particulière? Parce que si on regarde la suite... Dans les à peu près 10 années qui entourent cette année 2010, il n'y a pas eu d'équivalent en termes de création de magazines ou de journaux pour les enfants. C'est quelque chose dont vous n'avez pas nécessairement conscience? Non, je pense que moi, l'envie de ce magazine pour la jeunesse, je l'avais depuis un petit moment. La rencontre avec Stéphanie Lannes, qui a rejoint l'équipe des éditions Grain de Sel en 2009, a permis que ça se fasse en 2010-2011. Mais j'ai senti au moment où on était en train d'y travailler qu'il y avait un petit peu d'effervescence et qu'il était un peu en train de se passer quelque chose. Donc il y a Bombec qui est sorti, je crois, en même temps. Je crois que le premier numéro est sorti un mois avant ou un mois après. Voilà, tout à fait. Anorak existait déjà depuis 2-3 ans, je crois. En Angleterre, là, c'est écrit en français, mais il n'était que anglais. D'édition en français. À l'époque. Ce pourrait être quelque part un modèle pour Georges, le Anorak anglais, ce magazine qui avec ce titre très graphique, avec là aussi des thématiques propres à chaque numéro. Est-ce que vous l'aviez eu entre les mains avant de créer Georges? On en avait eu entre les mains, ouais. On en avait eu 2-3 numéros, on savait qu'ils existaient. Après, je pense qu'ils étaient encore plus orientés sur l'image que nous, même si, et ça a été une des volontés du changement de format, de pouvoir consacrer plus de place à l'image. Et ils ont donc des jeux ils ont une tranche d'âge qui est un peu différente et que moi j'ai un petit peu plus de mal à suivre. Ils sont sur du 6-10. Si je ne me trompe pas, et nous plus sur du 7, 8, 12, avec beaucoup plus de contenu écrit. Je pense qu'on se veut un petit peu plus ludo-pédagogique peut-être, et qu'eux sont plus vraiment dans le côté décalé, on fait des jeux, et surtout on est une tribune d'expression pour des illustrateurs. Après on se retrouve complètement dans je pense, le type d'illustration qu'on aime, et dans cette envie que le magazine soit aussi une vitrine de ce qui se crée, de ce qui se fait en illustration sur ces années-là de plus génial, parce que c'est vrai que c'est des années où il y a vraiment... Bombec a été créé en 2010 également, jusqu'en 2013, si je ne me trompe pas, et Anorak, il y a eu donc une tentative d'une édition française en 2011, mais qui n'a pas fonctionné. Vous, après un an et demi, en effet, donc vous remettez déjà en question et vous réfléchissez à faire évoluer ce magazine Georges. Pourquoi si vite? Pourquoi au bout de quelques numéros, vous changez de format, de papier?
Harmonia. Dès le début, pour le premier numéro, donc Saint-Priest, on est Harmonia Mundi, qui est donc un distributeur, vient nous voir et nous demande demande à ce qu'il soit notre diffuseur-distributeur. Et assez vite, c'est ça, hein, ils nous disent oui, il faut en faire plus, on ne voit pas, il est trop petit. Enfin voilà, on a un peu les retours. Un peu une difficulté rencontrée, c'était comment on existe en librairie, un petit format qui tient pas, enfin là c'est le catalogue, mais qui tient pas vraiment apparent en facial comme ça. En pile, ça s'écroule un peu. Bon, bref. Au bout de 2 ans, ils nous ont demandé d'arrêter la collaboration. Enfin, ils ont renoncé au contrat. Donc, on n'avait plus le diffuseur Harmonia Mundi parce qu'ils espéraient, en travaillant avec nous, qu'on produise beaucoup plus que ce qu'on le faisait. Et ils nous poussaient à des changements beaucoup plus radicaux qu'on a mis du temps à opérer. Parce qu'ils nous disaient que les mauvaises performances en termes de vente en librairie étaient imputables à son format, son manque de visibilité et surtout son refus d'être plus bavard sur ce qu'il est. Donc, d'avoir escompté sur le fait que quelque chose comme ça ou comme ça puisse titiller la curiosité des gens pour l'ouvrir et pour se dire voilà, en penser au moins quelque chose. Ça s'est pas forcément passé comme ça et on l'a aussi nous mesuré sur les salons d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a opéré ces changements. Parce que voilà, on avait un petit peu du temps pour le rendre rentable, mais il fallait quand même qu'on aille de l'avant. Et il y avait aussi l'image, tu disais tout à l'heure qu'on avait des collaborations depuis le début avec Marine Auvion ou Séverin Millet et on adorait recevoir ces images qui étaient très belles. Et puis après, on était un peu frustrés parce que les images étaient finalement petites dans le A5. Donc il y avait ça, il y avait le fait qu'on ne pouvait pas non plus agrandir le nombre de pages parce que comme c'était broché, ça allait se déchirer, c'était pas très solide non plus. Donc il y a pas qu'une seule raison en fait. Il y a voilà, puis on est assez souple, on est une petite équipe, quand il y a un problème, on le règle vite en fait, c'est l'avantage, on n'a pas un service qui pense, un service qui agit, donc on s'adapte assez vite aussi au retour des lecteurs. Bref, on a changé pour un format plus solide, plus grand, une couverture, une reliure aussi cousue et collée, c'était pas, enfin ça a un coût et il n'y a pas beaucoup de revues. Et puis voilà, c'était le début d'une évolution qui maintenant on en est là, enfin ça c'est l'avant-dernier, mais l'idée c'était aussi qu'il y ait plus immédiatement une compréhension que c'est un magazine en fait, parce que c'est juste vital. Donc voilà, d'évoluer tout en essayant de toujours s'amuser et inventer graphiquement, innover, en faire quelque chose de beau. Et voilà, mais effectivement, le numéro du changement, c'était le numéro dinosaure où on osait un petit sommaire au 4e de couverture. Il y a toujours les 3 bandes. Hein. Il y a toujours les 3 bandes. Il y avait toujours les 3 bandes. Il y a toujours un petit peu de temps à se... Avec un jeu des différences à trouver entre le recto et le verso. Ouais. En fait, le magazine reste exactement le même dans son contenu. Oui. Il n'en est pas moins réinventé. Est-ce que c'est pas un des plaisirs quand on fait de la presse, c'est cette idée de la nouvelle formule qui est propre à la presse, mais est-ce que ce n'est pas presque quelque chose dont on pourrait avoir envie, c'est de réinventer ce qu'on a déjà fait pour le proposer autrement? Ou est-ce que c'est douloureux? Non, là, c'était pas douloureux. C'était au contraire salvateur. Enfin, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Parce que voilà, on travaille aussi sur un projet comme ça. On est une équipe de passionnés, on travaille beaucoup. La satisfaction, c'est de voir que le nombre de lecteurs augmente, que les gens se l'approprient de plus en plus et de mieux en mieux. Donc ça, c'était une bonne chose. Et pour ce qui est des nouvelles formules, on se rend compte, je pense qu'au bout d'un moment, même en termes de graphisme, etc., il y a des choses qui vieillissent et que ça a été un plaisir pour Stéphanie de travailler sur les nouvelles formules. Le plus dur, je pense, ça a été de passer du petit format au plus grand, mais depuis, il y a eu quand même un petit peu de mise à jour et c'est chouette de pouvoir se réapproprier une maquette et de la retravailler pour lui mettre un petit coup de neuf.
il y a des nouvelles rubriques dont on parlera un peu plus tard, qui permet de mettre plus en avant la fiction. C'est quelque chose qui est important pour vous, de pouvoir proposer aussi des histoires écrites qui vont au-delà de l'illustration. Ouais, moi, j'aime beaucoup l'écrit et il y a plein de moyens pour que les enfants lisent aussi et les amener dans différents formats, différents styles, que ce soit l'humour, la narration. Pour moi, je sais que ça compte beaucoup et j'aime bien la bande dessinée aussi, bien sûr. Mais au début, dans Georges, il y avait aussi des articles qui ressemblaient plus à des articles de journaux, donc j'aimais bien aussi qu'il y ait cette mixité dans les différents formats. Après, on s'est aussi adapté parce que les enfants, quand on les a reçus au bureau, on leur a donné des petites ardoises et puis on montrait certaines pages et puis ils nous disaient, et on s'est rendu compte qu'il y avait des rubriques qu'ils ne lisaient pas forcément beaucoup. Donc c'est ça aussi qui nous a nourris, nous, il n'y a jamais un enfant qui va dire pareil que le voisin, mais il y avait quand même un peu des tendances. Donc le texte c'est bien, mais des textes qui soient moins des gros pavés, c'est mieux aussi pour les aider à rentrer dedans. Là, ce dont vous parlez, les enfants et les parents qui viennent pour pouvoir parler de ces changements, ça s'est fait lors de la deuxième réflexion en 2019. Donc, pendant quelques années, vous avez maintenu ce format-là. Et donc en 2019, vous avez donc demandé à des lecteurs témoins de venir témoigner de leur lecture de des lecteurs et des parents, parce qu'on voulait aussi savoir pourquoi les parents achetaient un magazine comme Georges, et aussi on voulait qu'ils nous racontent qu'est-ce qui se passait à la maison. Est-ce que le magazine était dans la chambre et puis était oublié dans le salon? Pour nous, c'était important de vraiment partager la vie du magazine. Est-ce que ça se disputait? Est-ce qu'on se le prêtait? Est-ce que l'enfant arrivait à table avec? Enfin, on avait vraiment besoin de retour de vie, d'expérience vraiment. Et c'est là où on s'est aussi rendu compte qu'il n'était pas jeté, que l'enfant le gardait. Ça, on le savait quand même. Oui, mais là, ça devenait vraiment très concret. Il y avait beaucoup d'affect mis dans le magazine. Et il y avait partie de la famille. Il y a vraiment, il y a une place pour Georges dans la maison. Alors selon, elle est soit dans le salon, soit dans la chambre d'un des enfants. Mais en tout cas, c'est vrai que de ces rencontres avec les enfants, on a validé une certitude qu'on avait. C'était pas forcément pour ça qu'on le faisait, mais qu'il nous restait encore une chose à travailler mieux dans Georges. C'était parce que sur l'image, je pense qu'on proposait des choses vraiment excellentes sur la partie fiction, sur la partie histoire. Il y avait vraiment encore une petite marche à passer, et c'est Anne qui s'occupe de piloter les relations avec les auteurs. Voilà, donc là on a depuis ce numéro Autobus, là on travaille avec Autobus, c'était Alex Chauvel, c'est ça? Ouais. Non, Rémi Farnos, Sophie Guérive, qu'est-ce qu'on a eu là sur les derniers, Zelda Pressigout. Enfin, on a vraiment il y a vraiment un travail, une attention toute particulière portée sur l'histoire, et qu'elle soit plus nourrie. C'est vrai que sur les premiers numéros de Georges, les premières années, c'était cette place de l'histoire, c'était aussi beaucoup une place pour de l'illustration, avec un illustrateur qui s'essayait à la narration autour de la création de son univers. Et là, on travaille vraiment quasiment plus uniquement qu'avec des auteurs-illustrateurs pour ces histoires. Donc et puis on a agrandi aussi, c'était pas assez court. Le nombre de pages. On a rajouté une double page pour l'histoire. Ouais. On s'est rendu compte que la chute, des fois, avait du mal à arriver. C'était un peu trop court pour les auteurs-illustrateurs de créer une histoire en 4 doubles. Non, on est en 5 doubles. On a intégré un nouveau duo en parallèle avec... On n'en a pas parlé, mais Pampi et Gori. Pampi et Gori, voilà, qui sont donc présents depuis le deuxième numéro et qui le sont toujours. Depuis le premier même, puisque c'était la grande histoire du numéro Moustache, c'était les aventures de Pampi et Gori, qu'on a ensuite édité en album. Et en alternance avec Pampi et Gori, on retrouve donc les tutos de Cagoule et Lapin, qui est un autre binôme très drôle.
très complice, dans un autre genre, mais... Donc ça, c'est la fiction dont... Ça, c'est l'histoire vraie qui existe depuis le début, mais qui, avant, à l'époque de Séverin, était comme ça. Donc c'est vrai qu'en rapport voilà, on racontait une histoire vraie en lien avec le numéro dinosaure. Et là, en lien avec le numéro autobus, c'est Rosa Parks. Et on est passé en BD comme ça. Et ça, on avait... entendu des enfants que d'avoir ce côté histoire vraie et documentaire dans le magazine, c'était quelque chose qu'ils aimaient bien, mais que le fait de rentrer dans cet exercice de lecture-là était un peu compliqué. Donc c'est une des choses qui a été modifiée sur cette nouvelle formule. Toujours des jeux, beaucoup de jeux. Finalement, c'est vraiment un magazine éducatif. Est-ce que vous acceptez, vous adhérez à cette idée d'un magazine éducatif? Oui. Ouais. Voilà, Il faudrait créer un mot un peu gigogne entre pédago, ludo, et aussi sans se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'est pas des porte-parole d'un nouveau système éducatif. On veut aussi distraire et informer et que l'enfant puisse apprendre des choses en s'amusant. Donc... Ce qui prend vraiment de l'importance, j'ai l'impression, depuis cette nouvelle formule de 2019, c'est cette partie activité avec vraiment des constructions qui étaient déjà présentes jusque-là, mais qui trouvent vraiment plus sa place, qui les invente, ces inventions bizarres. Est-ce que vous les testez? Ah oui. Tout est testé, tout est cuisiné, on goûte même les choses les plus bizarres dans les recettes. En général, c'est Stéphanie Lannes, toujours la même, qui fait pas mal de recherches. On arrive tout un peu avec nos des idées. Et puis après, nous, on a l'expérience aussi des enfants, de ce qu'on a pu... Voilà, on a une espèce de grand brainstorming d'idées au début. Ah bah si on faisait ça, tiens, ça me fait penser à ça. Voilà. Et puis, les recettes aussi, surtout, c'est souvent très partagé parce que, voilà... L'idée était toujours un clin d'œil, au moins pour toujours cette petite relation un peu d'humour entre le thème et le... Donc là, les roulés. C'est, voilà, comme c'est le numéro autobus, c'est les roulés apéritifs. C'était aussi une des choses qui ont été facilitées par le changement de format, c'est que les pages activités dans le petit format étaient tellement contraintes en place, puisqu'elles tenaient toujours sur une double page, qu'elles n'étaient vraiment pas du tout attractives. Et je pense que l'enfant a besoin de ce pas à pas numéroté, délimité, qui permet de guider, que ce soit un bricolage ou une recette de cuisine. Et on avait, alors certes c'était numéroté, mais c'était visuellement assez rébarbatif, je pense, dans le petit format. Donc là, on est vraiment content de ces pages. Et puis une place aussi pour parler parfois des livres des autres. Ça part aussi d'une demande de peut-être de la part des parents ou des enfants que vous conseillez ce que vous aimez, ou c'est à votre initiative que c'est né? Il y a des enfants qui, dans les enfants qu'on a rencontrés, on leur demandait ce qu'ils aimaient dans leur magazine préféré, dans leurs autres habitudes de lecture de magazine. Et il y a ce code du magazine qui est la préconisation, la critique d'un livre, d'un film. Donc ça semblait naturel de retrouver, de partager avec les enfants là. Après, il y a des enfants, on l'a bien entendu, qui ne sont pas du tout lecteurs de ces pages. Ça dépend vraiment. Il y a des enfants qui vont directement à ces pages-là en premier. Ça, c'est vraiment ce qu'on a aussi entendu sur ces rencontres, c'est que vraiment les habitudes sont autant d'habitudes de lecture que d'enfants. Mais en tout cas, ça nous semblait important que les enfants qui avaient envie d'avoir qu'on leur donne nos coups de cœur, les y trouvent. Voilà. Et donc, 2019, le numéro du magazine figure bien au dos. Oui. Nous sommes tous très contents. J'ai entendu le monde du bibliothécaire. Voilà. Et il y a une autre grande nouveauté qui n'était pas encore le cas, en tout cas sauf erreur de ma part, qui est ce imprimé en France. Ouais, c'est-à-dire que pour les précédentes formules, ce n'était pas le cas. Là, vous êtes vraiment arrivé à trouver un environnement français Parce que les petits, on imprimait On a commencé en France. Ouais. Ah, d'accord. Les premiers étaient imprimés en France, oui. Après, on est parti imprimer en Italie. Oui.
Et après, on a imprimé, je crois, 2 numéros en République tchèque. J'ai dû tomber sur ceux-là. C'est là que je me suis dit, tiens. Voilà. Et après, on est revenu en France et je trouvais ça dommage de pas le dire. Donc, il y a des numéros, c'est pas marqué, mais c'est imprimé en France. Est-ce que ça vous facilite les choses ou au contraire, il y a évidemment une... Que ce soit imprimé en France, oui. Si c'est... je dirais oui, en termes de délai, non. En termes de travail, on est proche, il est à Grenoble, notre imprimeur. Et du coup, la proximité fait que on peut lui remettre les fichiers assez tard, on va dire. On n'a pas des grands délais si on imprimait loin. Je parle pas de la Chine et tout ça, pour nous, c'était pas concevable. Il faudrait laisser les fichiers beaucoup plus tôt. Donc ça, je crois que c'est une facilité. Et puis, il y a aussi l'envie de faire travailler un savoir-faire en France. Il y a vraiment un côté... c'est un effort aussi financier. Hein. C'est clair que ça n'a pas le même coût d'imprimer en France que d'imprimer... on a beaucoup, dans toute l'histoire de la maison d'édition, on a beaucoup fait de bons à tirer nous-mêmes en machine. À l'époque de Grain de Sel, c'était imprimé dans l'Ain et on était et en région parisienne à une époque à l'imprimerie nationale, tout début. Et on a fait des BAT aux 116 numéros, donc c'est pas compliqué. Sur 116, on en a fait 116. Voilà. Et sur les magazines, au début, on était sur tous. Voilà, sur les livres, là, les deux livres, on était au bon à tirer aussi, les 2 de cette année, par exemple. C'est important pour nous. Moi, j'aime bien travailler avec les imprimeurs. On apprend aussi de ces relations-là et c'est autrement plus facile dans la même langue. Et voilà. Après, c'était compliqué de pouvoir le faire en France parce que il fallait avoir les reins un petit peu plus solides pour pouvoir le faire. Donc, raison pour laquelle on n'a pas réussi à le faire plus tôt. Et puis, on a un imprimeur qui a fait un effort là parce qu'ils avaient très envie aussi d'imprimer un magazine comme ça. Et quel est le tirage aujourd'hui d'un numéro de Georges ? Georges, on est aux alentours entre 5 et 6 000 exemplaires par numéro. Et sur Graou, un petit peu plus. Et la première formule, vous l'aviez tirée à combien d'exemplaires lorsque ça avait commencé à attirer l'attention, lorsque ça a trouvé son rythme de croisière ? On est resté longtemps à 1000, 1005. Voilà. Le tout premier Georges, il y a eu le moustache. Je crois qu'il y a eu 2 tirages. Le premier, c'était 500. 500, voilà. Le tout premier qu'on avait vendu à Saint-Priest. Et puis après, le deuxième... On a retiré. On a retiré parce qu'on a changé la moustache de place. Ça, vous savez pas, hein, je vois son œil de collectionneur. Alors, reprenez moustache et je vous offrirai un collector. Dans le moustache qu'il y a là, le picto, il est en haut parce qu'on avait créé des petits présentoirs et le petit présentoir pour être en librairie, il montait comme ça et donc il cachait le picto qui était là. Du coup, deuxième tirage, on s'est dit, on va monter le picto en haut. Mais il nous reste encore, pour les grands fans collecteurs, des moustaches avec la moustache en bas. Non, il nous en reste pas beaucoup. Bon. J'allais vous proposer de feuilleter le dernier numéro, mais on va essayer d'avancer un tout petit peu pour aussi pouvoir, voilà, Pampi et Gori dont on parlait, qui sont donc présents dans l'autre sens depuis le premier numéro. Ouais. Juste attirer l'attention qu'il s'agit d'un numéro sur le Moyen-Âge, et on en reparlera tout à l'heure du Moyen-Âge. Dans ce numéro, on apprend aux enfants à faire de la calligraphie gothique. J'ai pas l'impression qu'on trouverait ça dans un autre magazine. Voilà aussi pourquoi moi, vraiment, j'aime Georges. Il y avait aussi une rubrique de langue étrangère à chaque fois. Oui. Et il y a eu des langues, évidemment, le breton, tout ça, mais on a trouvé des langues un peu imaginaires. La langue qu'on parle dans la série de science-fiction. Dans le numéro Soucoupe volante, c'était la langue de Star Trek. La langue de Star Trek, le Klingon. Ouais, c'est ça. Et on a toujours bien aimé ce genre de choses. Donc là, ouais, c'était Moyen-Âge. Si on revient à la presse jeunesse, alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu fait école, dans le sens où, si on regarde la presse jeunesse indépendante aujourd'hui, il y a eu, depuis la création de Georges, plusieurs titres qui
selon moi, n'aurait pas pu exister sans le travail que vous avez, le défrichage que vous avez fait avec Georges, avec des titres très très différents. Topo n'est pas du tout dans le même esprit que Georges, mais cette mise en avant de l'illustration et de montrer que des enfants, des jeunes peuvent être attirés par de l'illustration. Est-ce que vous reconnaissez dans ces titres? Ou bien vous avez l'impression que... Alors, je tourne ma question autrement. Est-ce que ces personnes sont venues vous voir peut-être pour vous demander des conseils? Est-ce que des personnes qui souhaitent créer des magazines ou des journaux depuis que vous existez viennent vous voir pour essayer de bénéficier de votre expérience? C'est arrivé? C'est arrivé. C'est arrivé et pas forcément, enfin sauf pour une exception là, parce que la jeune fille qui a créé Popcorn a été stagiaire chez nous. Donc là, il y a vraiment un lien, on peut dire. Mais les autres, je crois pas qu'on ait été en contact. Je crois que... On a été en contact assez rapidement. Oui. Parce que Albert, il est dans la même région que nous. On a été amenés à se côtoyer assez rapidement. Et surtout, il y a eu une envie de mise en commun, d'échange. Donc, on a travaillé à... Il y a différentes initiatives qui sont un peu en cours pour voir comment on peut se fédérer un peu pour faire porter notre voix, notamment par rapport à la vente en librairie, en essayant de favoriser la naissance d'espaces pour les magazines jeunesse en librairie, parce qu'ils existent pour les magazines adultes, mais pour la jeunesse, c'est compliqué. Et ça, c'est très dommage, parce qu'on n'a pas cette visibilité d'une table dédiée aux magazines jeunesse en librairie, et c'est pas faute de porter cette voix-là depuis longtemps. Et là, on se regroupe. On a fait une première opération ensemble en 2021, là, en s'associant à la semaine de la presse à l'école, pour proposer que pendant cette semaine de la presse à l'école, les libraires fassent vraiment un coin dédié à la presse jeunesse qu'ils vendent eux. C'est-à-dire que la presse jeunesse qui a fait le choix de la vente en librairie. Et ça... Voilà. Vous me disiez d'ailleurs, quand on préparait cette soirée, que vous aviez en tête, en fait, que les libraires vous mettraient à côté de revues comme la revue 21, oui, par exemple, et que vous avez été assez déçu de voir que les libraires ont été frileux face à ce que vous proposiez. Vous n'avez pas envie d'exister en kiosque, c'est vraiment une logique de librairie, vous, qui vous anime? Dès le début, on a voulu vraiment être en librairie. C'était naturel pour nous d'être un élément de la chaîne du livre et de mixer le métier de l'abonnement et de la librairie. C'était pas contradictoire pour nous. Et puis après, je crois que économiquement, le kiosque, oui, économiquement, le magazine coûte très cher à produire pour la vente en kiosque, avec ce que ça implique comme volume et comme gâche, et comme, enfin, je dis pas, plus ça va d'ailleurs, plus je pense que cette préoccupation éthique s'est inscrite aussi dans nos choix. Je dirais pas qu'au départ on était un peu dans l'idée de dire qu'on veut faire ce magazine-là, on veut le proposer aux enfants, on n'a pas les moyens de faire encore un gros tirage, comment on peut trouver notre place, où on peut trouver notre place. On n'allait pas arriver avec 10 000, 15 000 exemplaires et aller voir Prestalis, ou voilà. Donc du coup, ça a été naturellement la librairie. Après, on s'est reposé la question, voyant qu'en librairie, et puis en discutant avec Cathy Olmedias d'Anorak, qui me disait que c'était grâce au kiosque qu'elle avait vraiment décollé en nombre d'abonnements, parce que en Angleterre, ils ont vraiment comme ça beaucoup un rapport d'achat au kiosque et d'achat d'abonnement derrière, et c'est sa visibilité en kiosque qui a vraiment dopé le fait d'avoir des abonnés. Mais je pense que c'est plus compliqué en France de faire vivre un magazine comme ça en kiosque, voire même impossible, je pense, quand on sait comment ça fonctionne. On a réessayé il y a 2-3 ans en essayant de voir s'il n'y aurait pas un moyen qu'on puisse être mis à côté de Topo, dans les relais par exemple. Et la réponse est que ça n'est pas possible. Et que vu qu'on sommes un magazine jeunesse, on ne sera jamais mis à l'entrée d'un relais avec les topos, on sera forcément mis à l'endroit où il y a la jeunesse noyée dans des magazines qui ont des blisters avec des plus produits, etc., alors que c'est un magazine qui a besoin d'être accompagné. Donc je crois qu'on n'a pas... Voilà. On est bien et là puis ça s'achète aussi, les places en rayonnage dans les kiosques. Ouais. Le magazine en kiosque, il n'est pas là au hasard. Les gens payent derrière pour être à la hauteur de vos yeux, ou en bas, ou en haut, et c'est des budgets faramineux.
Donc on y a longtemps repensé et puis on n'a jamais consacré ce budget-là à ça. Il y a beaucoup de, maintenant, comme tu disais, il y a beaucoup de magazines en kiosque qui sont jetés. Enfin, c'est assez considérable, hein. Le nombre, ça part tout de suite au pilon. Et ça nous faisait aussi très mal au cœur de produire pour que ça aille au Après, pilon. je pense qu'on a quand même un peu ouvert la voie à ces magazines en librairie, avec un magazine qui dure et qui tend à montrer que c'est possible. Et on a aussi eu des échanges, non pas pour pré-constitution de ces magazines, mais plus des appels en disant que voilà, il y avait besoin d'un coup de main pour trouver un imprimeur ceci, ou voilà, enfin, on est plus maintenant sur un mode un peu on s'échange un peu des tuyaux et voilà, on est un peu tous dans le même bateau. Et après avoir potentiellement, je pense, c'était un peu plus craintif qu'il puisse y avoir de la concurrence qui arrive pour Georges. Dans ses premières années, on est plus maintenant tout à fait, enfin, on est même partie prenante de cette envie de dire, il y a une presse jeunesse alternative qui est vendue en librairie et on est content d'en être, et tant mieux si on peut faire des choses ensemble. Donc on est plus, voilà. En 2017, vous créez un deuxième titre qui s'appelle Graou. Et là, on retombe dans une logique franco-française de la presse jeunesse, qui est celle du chaînage, qui est qu'un titre permet de passer, en tout cas on essaye que l'enfant passe d'un titre à l'autre, de garder le lectorat. Est-ce que c'était votre optique en créant un magazine, cette fois pour les 3-6 ans? 3-7, ouais. Oui, c'était clairement la volonté. Enfin, on avait aussi beaucoup de demandes. On avait beaucoup de demandes parce qu'entre-temps, on avait pris 10 ans. Donc, il y avait des familles qui, sous un peu à l'anecdote, nous disaient 6 ans. Mais qui nous disaient, le petit frère ou la petite sœur est jalouse. Quand est-ce que vous faites un magazine pour les plus petits? Puis pour le... Voilà. Donc, c'était de l'anecdote, mais ça revenait quand même assez souvent. Et puis, nous, on avait envie aussi. C'est vrai qu'il y avait cette préoccupation de chaîner. C'est sûr qu'on n'allait pas refaire un 7-12. Ça nous paraissait... voilà. On se sentait aussi bien capable peut-être d'éviter un peu les erreurs du début, même si c'était pas, ça fait partie de notre histoire. Mais donc, voilà. Ouais, le Graou est né de tout ça. Et la Graou est également née de la rencontre d'une autre personne qui la symbolise au niveau graphique, qui est Aurélie Cousquet. Qui est cette jeune fille? Alors, il y a deux personnes. Il y a quand même la principale illustratrice, parce que c'est pas Aurélie qui crée le personnage de Graou. Le personnage de Graou, c'est Goué. Donc Goué, qui est une illustratrice qu'on a rencontrée au moment où elle s'installait à Lyon, et où nous justement on allait se mettre en recherche d'une illustratrice. La démarche a été un peu différente sur Graou. On voulait vraiment, pour le coup, incarner ce personnage, que l'enfant puisse le retrouver, qu'on puisse lui créer un univers. Georges n'était pas représenté, mais on voulait que Graou le soit. Et donc on a rencontré Goué, et elle a créé cette mascotte, ce petit chien foufou qui est Graou. Voilà. Et après, là-dessus, il y a eu la rencontre avec Aurélie Cousquet, qui est graphiste et qui a rejoint l'équipe de Maison Georges, et qui est la graphiste et qui crée aussi, qui illustre aussi un certain nombre de jeux, et tout le graphisme du magazine, c'est elle. Voilà. Donc c'est vraiment ce binôme-là. Vous avez dit d'emblée, quand nous en avons parlé, que Graou n'est pas un petit Georges. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être un petit Georges? Tout de suite, les gens ont dit c'est le petit frère de Graou, alors que pour nous, bien sûr, il est fait par la même maison, mais pour moi, il existe Graou à part entière. Il est pensé pour cet âge-là. Il est différent. Donc pour moi, c'est pas forcément quelque chose un produit dérivé de Georges. Dans ce sens-là, c'est pas ça. C'est vraiment l'envie de s'adresser à cette tranche d'âge-là et de créer vraiment quelque chose pour eux. Donc voilà, le raccourci, ça va un peu vite de dire c'est le petit frère, parce que ça, voilà, les journalistes, c'est un peu la formule pratique. Mais pour moi, c'est pas un produit dérivé dans le sens petit frère, dans ce sens-là. Je sais pas, pour toi, Anne?
Oui, si je me souviens bien, on s'est dit comment on fait vivre ce titre pour les 3-6 ans et on s'est demandé est-ce que ça sera un petit Georges. Je crois qu'on a commencé par se demander ça. C'était le principal produit d'édition par lequel on était connu. Il y avait ce magazine Georges, donc ça semblait ça pouvait sembler logique. Et en réalité, on s'est rendu compte que Georges était trop singulier. Enfin, on voulait pas forcément faire quelque chose qui dérive de Georges, mais recréer quelque chose à part entière, qui soit entièrement libre de tout l'héritage de Georges, en fait. Et dont le nom commence par un G, donc on reste dans la logique. J'ai l'impression, en les refeuilletant, que, alors peut-être que je me trompe, mais que Georges a un côté peut-être plus citadin, là où Graou a un côté grand air. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sachant que on va refaire un Graou machine à laver. Voilà. Ah non, c'est intéressant. Ouais. Au niveau de... Pas... Bon. non, mais forcément, après, on s'est peut-être un petit peu plus inscrit. Si, alors il y a quand même une notion, je pense, pour la presse pour le plus jeune âge, c'est quand même ce lien avec les saisons, et on s'est plus inscrit dans cette temporalité-là. Donc sur 6 numéros par an, je pense qu'on retrouve des numéros qui sont plutôt... on s'est donné plus un rythme et on colle un petit peu plus, je pense, à ce rythme et à cette actualité-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus de numéros un peu en lien avec la nature, peut-être que beaucoup d'observations de la nature, que dans Georges, c'est vrai. Et puis un rapport à la couleur qui est quand même assez extraordinaire, qui est encore plus présent, je trouve, que dans Georges. J'aurais envie de vous faire parler justement de ce rapport à la couleur. À travers de cette couverture-là. Par exemple, vous avez fait un numéro sur les couleurs d'ailleurs. En fait, on pourrait vraiment montrer chaque numéro de Graou, parce que le rapport à la couleur est vraiment extraordinaire, je trouve, dans le travail d'impression, dans le travail graphique en lui-même. Je ne sais pas si je l'ai... Et puis là aussi, celui sur la couleur, oui. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, les comités de rédaction, là, quand on réfléchit sur les thèmes, on essaye aussi de trouver des thèmes proches des enfants de cet âge-là. Et c'est vrai que la couleur, ça... Mis à part le fait qu'on a fait un numéro spécifique sur la couleur, mais c'est vrai que les couvertures sont... Voilà. Sur le spectacle aussi. C'est vrai que c'est un point commun, que ce soit dans les pages. Un univers extrêmement coloré aussi, je pense. Et puis on travaille aussi beaucoup sur l'harmonie. C'était un peu le challenge pour nous avec Georges déjà. C'est d'ailleurs une réflexion qu'on nous a eu faite. C'était un peu une prouesse de faire collaborer comme ça 10-12 illustrateurs différents par numéro, dont on ne sait pas par définition d'ailleurs le rendu au final par rapport à l'image qu'on leur commande ou l'histoire qu'on leur commande. Quand on ouvre le numéro Viking ou le numéro Pyramide, etc., on est tout de suite dans Georges. Tout semble cohérent, tout est assez harmonieux, tout fonctionne. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas des univers qui soient vraiment radicalement différents, mais voilà. Et c'est vrai que dans Graou, il y a aussi je trouve ça qui s'en dégage. Voilà. Il y a évidemment des histoires également dans Graou. Anne, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est qu'on retrouve maintenant votre nom en tant qu'autrice de certains textes dans Graou. C'est quelque chose que vous avez toujours fait? C'est quelque chose qui vous a été inspiré par le travail des autres dans les magazines, ou bien c'est... Non, j'ai jamais écrit. J'avais écrit quelques petites choses dans Grain de sel, mais c'était des petits papiers, comme souvent, vous êtes sur la rédaction en chef, il manque un peu quelque chose, donc c'était l'occasion de d'écrire un peu. Et puis là, c'est venu assez naturellement. On voulait qu'il y ait une page sur la géographie, enfin sur un pays à découvrir, et puis on voulait une grande illustration. Et après sur le texte, je crois que c'est toi, Anne, qui avait eu cette idée de texte à trous dans le premier. On aime beaucoup cet exercice avec des petits, où le petit
peut participer à la lecture en disant ce qu'il reconnaît du dessin. Même des fois, il y a des versions où le mot est inscrit aussi sous le dessin. Et puis j'ai proposé mon aide au début pour écrire le premier, je crois que c'était Japon. Ouais. Et puis voilà, nous, on a continué comme ça. C'est pas que moi, parce que j'écris une première version, c'est un exercice qui est assez compliqué, parce que je suis très cadrée par la graphiste. Elle me donne un nombre de mots imposés. Il faut pas que les mots illustrés soient trop près les uns des autres, parce que sinon après elle me dit c'est pas beau, je dois mettre plein de dessins, ça fait des trous. Donc il faut que j'espace un peu les mots. Et puis il faut que quand j'écrive, les mots, je peux pas parler trop d'abstraction, parce qu'il faut que le mot puisse être représenté de façon simple. Du coup, j'en ai fait, je pense, une dizaine là, et souvent après, j'ai fait évidemment relire Anne Bénédicte et Aurélie aussi, remettre un peu les choses dans l'ordre, parce que mon grand défaut, je suis pas du tout autrice professionnelle, c'est qu'une fois que j'ai écrit, j'ai du mal à voir ce qui va pas. Du coup, Anne relit, et puis voilà, ça reste vraiment c'est très collectif. Et puis là, on se demande si je vais pas arrêter, parce que en fait, il y a un peu une facilité quand on veut parler d'un pays comme ça. C'est pas facile. Faut que j'évite les stéréotypes. Faut que je trouve des mots qui soient illustrés. J'ai plein d'autres travails et je suis pas forcément super efficace parce que je peux mettre un peu de temps. Donc bon, tout ça, voilà. Et surtout, le truc qui est facile, c'est de dire, bah voilà ce qu'on mange, et puis les maisons, elles sont rouges, parce que le mot maison, il s'illustre, et la couleur, elle s'illustre. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'aborde toujours le pays par un peu la même façon. Tu vas trouver tel animal, et puis tu vas manger telle chose. Et voilà. Donc c'est bien aussi qu'on soit plusieurs, parce qu'au bout d'un moment, elles peuvent me dire, bon bah là, tu commences toujours pareil. Voilà. Donc, on remarque l'amour du pictogramme qui persiste. Oui, j'adore ces pages. Franchement, c'est très très beau. Et puis à chaque fois, on choisit un illustrateur aussi qui change. Et je trouve que ça marche très très bien. Il y a vraiment un écho entre le texte et ce qu'on peut retrouver dans l'image. Et l'image est plus nourrie aussi. Donc on peut aussi s'attarder que sur l'image, où il y a beaucoup plus de détails sur le pays. Enfin, c'est toujours un grand plaisir de les écrire, mais... Vous parlez de l'illustrateur. Graou permet également de travailler avec des grands illustrateurs contemporains, des illustrateurs d'albums, dont donc Jérémy Fischer, que vous avez cité tout à l'heure, avec cette superbe rubrique qui est l'atelier d'artiste, qui permet à un illustrateur d'album de mettre l'enfant, de lui permettre de pratiquer en fait sa technique artistique. Et là, donc voilà, vous invitez les enfants à créer des paysages à la manière de Jérémy Fischer. Ici, donc un livre qui était sorti, je pense, l'an dernier aux éditions du Seuil, Cache-Cacheville, vous invitez à créer ce filtre de plastique rouge pour pouvoir faire apparaître des objets. Cette relation avec les illustrateurs, comment est-ce qu'elle se crée? Comment vous les rencontrez? Est-ce qu'eux finissent par vous contacter en vous disant qu'ils souhaiteraient travailler avec vous, ou est-ce que c'est vous qui, sur les salons du livre, vont peut-être les voir et les solliciter? Tout. On a beaucoup de travail avec Georges depuis le début. Là, je pense qu'on est à peu près à entre 250 et 300 illustrateurs qui ont contribué au magazine, dont certains réguliers, d'autres une seule fois. Mais là, par exemple, tous ceux avec lesquels on a fait un atelier d'artistes, on a été amené à travailler avec eux. Là, c'est Vincent Godot et Agathe Demoy, Jérémy Fischer aussi. Il y a eu Florie Saint-Val dans cette série-là aussi. Là, sur le dernier, c'est Vincent Pianina. Donc, on les connaît, on a travaillé avec eux. Et moi, je trouve passionnant quand on discute avec eux de savoir aussi tout ce qu'ils font à côté des livres, et notamment leur restitution d'ateliers avec des enfants. Il se trouve que Jérémy en fait beaucoup. On est bien placé pour le savoir, puisqu'il a son bureau chez nous. Il passe à peu près la moitié de l'année en résidence. Et il revient, il nous raconte toujours plein de choses. Et je trouvais ça... J'ai même
discuté avec Jérémy déjà de comment on pourrait concevoir une offre qui serait un atelier avec Jérémy Fischer qu'on édite nous et qui soit un atelier que les gens puissent refaire à la maison avec leurs enfants ou reconstituer un groupe d'enfants ou vraiment de prolonger cette démarche d'atelier qui est quand même un travail pour eux parce que c'est concevoir des formes pour une durée d'1 heure avec un matériel donné, etc. et la faire vivre en fait aussi. Donc Jérémy d'ailleurs il a fait aussi l'histoire de ce numéro-là dans le numéro de la première randonnée. Ah bah voilà. Voilà, donc là on a, dans la forme très contraignante d'une double page dans Graou, on a imaginé cette forme d'atelier, mais qui est une amorce de l'envie aussi peut-être de faire avec des papiers déchirés à la maison. Au départ, on voulait plutôt parler d'art aux enfants, de grands peintres, et on s'est dit, mais avec tous ces illustrateurs, tout ce matériel, si on parlait de leur démarche à eux, et si on proposait voilà, quelque chose. Et ils sont ravis. On a fait aussi avec Émilie Vast, Stéphie Brocoli. Si on accélère un tout petit peu parce qu'il y a encore certaines choses dont il faut absolument qu'on parle. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu des lecteurs de Georges, et notamment de cette rubrique qui maintenant est vraiment installée, qui est celle du courrier des lectrices et lecteurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors déjà de la créer et puis de publier des photos de ces courriers? Je les adore. Vraiment, déjà on reçoit du courrier. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un moment. En plus, le privilège, c'est moi qui ouvre le courrier le matin, parce que on reçoit tout, et après je dispatche. Et c'est vraiment très émouvant. C'est de se partager le courrier, on lit à haute voix, ça nous touche. Il y a vraiment des pépites. Il y a des gens qui redessinent Georges, donc là Stéphanie est vraiment émue. Il y a des gens qui nous disent, il y a des enfants qui dessinent Pampi et Gori, mais super bien, ils mettent des gommettes, des paillettes, tout ça. On sent que vraiment, donc on les remercie, en plus on leur répond à chaque fois, on leur réécrit pour leur dire merci et tout ça. Et donc naturellement... En fait, il n'y avait pas cette page-là dans le magazine. Avant 2019 il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Mais je crois que ça a commencé les 2 années, depuis 2017, quelque chose comme ça. On a commencé à recevoir du courrier, notamment des enfants. Il y a vraiment des correspondances qui se sont nouées entre Stéphanie et des enfants. Donc, il y a même un petit garçon, Raphaël, qui, du coup, en hommage à Georges, a créé un mini magazine qui vend autour de chez lui, etc. Donc, ils n'arrêtent pas de correspondre tous les deux. Ils se font des cadeaux mutuels, etc. Donc, ils collectent des autocollants autour de chez lui, nous les envoie, il nous fait des cadeaux, voilà. Et on s'est dit c'est trop dommage de ne pas avoir une place pour restituer ça. Et puis suite aux ateliers qu'on a fait dans nos bureaux, il y a des enfants qui nous ont écrit pour nous remercier, pour nous dire des idées auxquelles ils avaient encore pensé depuis qu'on s'était vus, etc. On s'est dit non mais là c'est pas possible de ne pas publier tout ça, donc on a commencé à les publier. Et ils vous donnent des idées en fait. Souvent ils vous disent j'ai l'idée d'un numéro sur tel ou tel sujet. Les enfants, vous travaillez avec, en tout cas vous leur proposez des activités, notamment en bibliothèque, et on y reviendra. Ici, ce sont des photos d'ateliers faits, si je ne me trompe pas, c'est avec les mallettes pédagogiques que vous proposez. Cette idée de médiation avec ces magazines, la volonté de faire travailler les enfants, c'est quelque chose qui s'est imposé aussi immédiatement. Est-ce que un magazine qui est aussi beau et aussi graphique, vous avez vraiment envie que les enfants le découpent et le colorient et en fassent autre chose que ce qu'il est? Moi, ça ne me gêne pas qu'ils le découpent, s'ils l'ont lu avant. Mais non, mais sérieusement, en fait, les ateliers, ils sont nés aussi de l'idée au début de nourrir les libraires facilement, avec des choses qui puissent s'organiser en librairie, donc un petit nombre d'enfants, un petit espace, une prise en main facile pour le libraire, parce qu'il fallait pas, c'est pas non plus des animateurs et c'est pas non plus des bibliothécaires. Et donc à chaque fois, l'équipe mettait en branle un petit atelier facile. Et puis il y a eu plein de Georges, il y a eu plein d'ateliers, et au bout d'un moment, on s'est dit mais
les bibliothécaires, des fois, nous écrivaient pour nous demander l'autorisation de faire des copies, un atelier, de reprendre et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on va retravailler les ateliers à l'origine écrits pour les libraires et puis les nourrir de plus de choses. Vraiment écrire un peu un projet pédagogique autour de chacun de deux. Et puis ensuite, on les a associés par thèmes différents. Et puis, voilà, on a construit une petite mallette. Et ce qui fait que maintenant, des bibliothécaires peuvent aller piocher dans cette mallette. Il y a tout le matériel, sauf les crayons, la colle et tout ça. Et j'ai même des bibliothécaires qui font un événement pendant les vacances, les jeudis de Georges, par exemple. Et c'est régulier, pendant les vacances, il y a un atelier parents-enfants. Et puis, on sort un atelier de la mallette. Et ça permet plein de choses. C'est vraiment une boîte à outils. Parce qu'au-delà de l'absence de numérotation, le grand problème que peut poser Georges pour des bibliothécaires, c'est qu'un magazine doit pouvoir être lu par différents enfants successifs. Si un enfant découpe, fait les papiers découpés avant en tant que premier lecteur. Mais ils ne le font pas. Ils le font dans les ateliers. Oui. Mais en vrai, j'ai rarement vu en bibliothèque de numéros abîmés. À chaque fois que je rentre dans une bibliothèque, je vais direct à la jeunesse. Direct, je vais voir s'il y a des Maigraou et mes Georges. Et je regarde s'ils sont vraiment abîmés. Et en fait, non, ils sont très respectés parce que le papier est beau et les enfants, ils savent qu'on n'abîme pas un magazine. Donc, ils sont le pas... Papertoy, il est toujours indiqué qu'on peut le télécharger sur notre site. Donc, on a toute une rubrique bonus où on peut aller télécharger tous les Papertoy qui sont construire toujours. Donc cette page-là qui vraiment à proprement parler à découper, on peut la découper dans le magazine, mais on peut aussi aller l'imprimer à la maison. Et ça, toute cette ressource, elle est accessible dans notre partie bonus sur notre site. Voilà. Donc ça, c'est vrai que... Oui, donc c'est souvent un argument de dire ah oui, on ne prend pas en bibliothèque parce que les gens incitent les enfants à écrire dessus. C'est deux grands courants, je pense, de conception un peu. C'est une revue, pour nous, elle vit à la maison, elle peut être un peu tachée, il y a une recette de cuisine, donc évidemment que l'enfant il va le mettre dans la cuisine, j'espère qu'il va le mettre dans la cuisine pour suivre la recette, et c'est pas grave si c'est taché. Le magazine il vit, et puis si il rentre comme ça dans la lecture par découper, parce qu'on lui offre quand même beaucoup de choses à faire. C'est très varié, il y a quand même 60 pages à chaque fois. Du coup, moi, ça me fait plaisir. Et puis, quelque part, dans les ateliers, dans la mallette dont vous parlez, on met pas des magazines à découper. Enfin, symboliquement, c'est que des photocopies, il y a tout le matériel. Oui, mais on ne dit pas aux enfants, tiens, prends un magazine, découpe-le. Non, ça... Vous avez l'impression que ça joue peut-être quand même contre vous pour les bibliothèques ? Vous pensez que... Non, on a beaucoup de bibliothèques abonnées. Au début, je pensais que ça allait être que les bibliothèques des grandes villes qui allaient s'abonner. Et en fait, on a beaucoup aussi de bibliothécaires de petites communes qui veulent renouveler, qui osent proposer autre chose à leur public, alors que leurs budgets sont constants depuis des années, en fait. Et qu'il y a plus d'offres, donc c'est quand même un problème, je pense, professionnel de faire un choix. Mais elles nous disent, on a envie de, des magazines qu'on a déjà vus nous enfants, qu'on a vus pour nos enfants et qu'on repropose. Et il y en a des piles et des piles. Voilà, elles osent proposer autre chose. Donc je les remercie parce que c'est comme ça que d'abord j'adore la bibliothèque, donc je suis fière que nos magazines soient en bibliothèque. Mais ça fait un frein quand même. Ah oui, c'est sûr. Que ça... des fois, même à Montreuil, j'ai des bibliothécaires qui viennent me voir et qui me disent je l'aime beaucoup, mais je le prends pas parce qu'il y a un Papertoy au milieu et puis l'enfant il va dessiner. Au début, ça me vexait un peu. Maintenant, je me suis un peu vieillie, donc je m'étais dit, pas de problème. Il y a un autre aspect de votre travail dont on n'a pas encore parlé, qui est celui d'agence. Une agence qui travaille pour d'autres structures que la vôtre. Qu'est-ce que c'est, Anne-Bénédicte, une agence dans votre cas ? C'est une capacité à pouvoir répondre avec le même savoir-faire à des demandes sur mesure. C'est vrai que là,
relation très très établie avec la culture lyonnaise de par toutes ces années de grain de sel, a aidé aux premiers travaux d'agence. Puisque parmi les premiers, il y a eu l'Opéra de Lyon et le Musée gallo-romain de Lyon qui ont été les 2 premiers commanditaires de ce qu'on a appelé après les travaux d'agence. Donc c'est en règle générale, ça a commencé comme ça. On n'a plus celui de l'Opéra de Lyon, mais il avait cette forme-là. C'est des structures qui nous ont appelés, qui nous ont dit on est vraiment juste fan de Georges, et comment vous emparez d'un thème et comment vous en faites un tour assez original, assez ambitieux et assez original à la fois. On aime votre fraîcheur de ton, on aime votre univers graphique, les illustrateurs que vous proposez. Est-ce que vous voulez bien vous emparer de notre thème et proposer un cahier de jeu autour de l'Opéra de Lyon ou autour du musée gallo-romain de Fourvière? Donc on fait régulièrement des petits cahiers de jeu comme ça, et ça nous a permis aussi, c'est une activité qui nous permet aussi de donner le temps aux magazines, d'asseoir leur notoriété, et voilà, c'est... Ici, par exemple, donc, avec la Fondation Louis Vuitton, donc le musée gallo-romain. Pour ce musée gallo-romain, je ne résiste pas à montrer ceci, qui est donc des petits biscuits que vous avez fait... Pour l'inauguration de l'espace jeunesse du musée, ils nous avaient aussi demandé de concevoir et de penser un peu un goûter. Donc on était allé jusqu'à harmoniser les fruits et les petits biscuits avec les têtes des personnages. Donc on a fait un espace de jeu, 200 mètres carrés au milieu du musée gallo-romain de Lyon pour jouer sur la thématique gallo-romaine. Et c'était en 2017. Et là, l'année dernière, on a fait toute une série de modules pour eux, pour accompagner vraiment la déambulation dans le musée. Donc apparemment, les enfants ne s'arrêtent plus et les parents non plus que sur les modules de Maison Genre. Ils ne regardent plus les collections. Voilà, donc ça c'était une collaboration vraiment plus de scénographie. On fait aussi, depuis 7 ans, on est partenaire du festival Quai du Polar à Lyon, et tous les ans on conçoit pour eux l'enquête à faire en famille, une enquête qui prend à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure à faire parents et enfants ensemble. C'est une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir partagé. Les parents adorent Georges et Graou aussi, et s'en amusent de l'humour, de l'esthétique, etc. Et dans ces enquêtes policières qui sont pleines d'humour aussi, c'est vraiment une aventure parent-enfant. Donc tous les ans, c'est la création d'une enquête originale avec un mobilier. Je ne sais pas si vous avez des photos. Non. Christophe, non, Je vous avais mis mais le petit... Non, mais il y avait tellement de documents, genre... Oui. Vous voyez de partout. Les gens passent un peu vite. Voilà, ces enquêtes, on les loue et elles partent en bibliothèque. Voilà. Donc c'est l'activité d'agence. C'est de la conception sur mesure, quelques projets par an. La ville du Havre aussi nous avait demandé dans le cadre des 500 ans au Havre, des 500 ans du Havre, de faire un cahier de jeu autour de ce qu'ils avaient programmé. Voilà, c'est des sujets vraiment très, très, très différents. On en fait un là aussi en ce moment, on est en train d'avancer dessus pour la métropole Aix-Marseille, pour un événement qui a lieu sur le réseau de lecture publique qui s'appelle Lecture par nature au mois de janvier. Et tous les ans, il y a un thème. Cette année, c'est littérature et cinéma. Et ils nous ont demandé de concevoir un cahier de jeu qui va être donné à tous les enfants qui vont participer à l'événement. Voilà, c'est la partie agence. Très bien. Donc, il y a la partie magazine, il y a la partie agence, et puis il y a une dernière partie dont on n'a pas encore parlé, qui constitue vraiment votre travail cette année en 2021, qui sont l'édition de livres, d'albums, 2 en 2021. Donc vous avez volontairement voulu limiter le nombre de sorties pour vraiment pouvoir les défendre, pour pouvoir faire ce travail de suivi éditorial. Le premier, il était une forme. C'est un album dont si vous voulez bien, je vais peut-être juste en lire le début. Il était une fois, érigé au sommet d'une falaise aiguisée, un immense château nommé Pointu de Roi-Dur. Le roi et la reine qui y régnaient étaient très exigeants. Ils toléraient uniquement les sujets faits de lignes droites et d'angles pointus.
Le roi possédait 2 beaux angles droits et souffrait d'un fort manque d'ouverture d'esprit. Il ne mettait rien en perspective et ne changeait jamais d'avis. La reine disposait d'un magnifique angle aigu et d'une voix qui l'était tout autant pour redresser les sujets qui lui paraissaient tordus. Elle redoutait son iconique mari tant il pouvait être tranchant. On a donc les codes du conte, les codes du conte merveilleux sur ce roi et cette reine qui, situation classique de conte, n'ont pas d'enfants successeurs. Horreur, le royaume pointu de roi Dieu n'avait peut-être aucun futur. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait il y a des successeurs sauf qu'ils n'ont pas de ligne qui satisfont les parents, ils ne sont pas assez réguliers. Je saute des petites parties d'histoire jusqu'à ce que, avec l'aide d'une fée, apparaisse Triangle, qui est leur fille parfaite. La question ensuite pour le roi et la reine étant de trouver un mari, un prétendant pour une fille aussi parfaite. Donc voilà le début de cette histoire d'Il était une forme. C'est encore une fois, on retrouve en fait complètement le travail graphique et les couleurs et vraiment tout le soin de Georges, à tel point qu'en fait cet album, il est né dans Georges. Il est né dans la première nouvelle formule de 2012. C'était en fait une série de 4 doubles pages, donc dans 4 numéros. L'idée de la forme pour parler des contes merveilleux a plus de 10 ans. Est-ce que c'est vraiment le temps qu'a pris cet album pour être construit, 10 ans, ou est-ce que vous avez recontacté les 2 auteurs par la suite en proposant de faire un album ? On s'est jamais perdu de vue. On avait, en fait, c'était le passage du petit format au grand format. On avait créé une double page d'histoire en plus, qui était une carte blanche en 4 épisodes. Et on avait contacté Cruciforme pour lui demander si ça l'intéressait de s'emparer de cette carte blanche, de cette invitation. Et elle nous a dit, je crois que oui. Je crois que j'ai quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et elle avait envie de créer une dynastie des formes, de mélanger ça à l'univers des contes de fées et d'avoir l'espace pour faire vivre ça, qui était un peu un projet de fin d'études, je crois, à Estienne. Et du coup, on lui a vraiment laissé carte blanche, on les a un petit peu aidés sur l'écriture, mais on a été bluffés par cette histoire qui est vraiment à la fois très drôle, très inventive, très... Voilà, on a eu un gros coup de cœur pour ce projet et on leur a dit que si ça leur disait, on aimerait bien aller plus loin avec eux dans cette aventure. Voilà, et ça a mis du temps parce que ils ont mis du temps à s'y mettre vraiment. Parce qu'ils ont plein d'autres choses de part et d'autre. Marie-Laure, quand elle travaille sur ses projets, que ce soit Colorama ou les autres projets qu'elle a fait chez Gallimard, c'est des projets qui lui prennent au moins 2 ans, 2-3 ans. Et à côté, elle vit aussi de projets plus d'agences. Et du coup, voilà, on a mis du temps à amorcer vraiment la collaboration qu'on a amorcée, je pense, en 2016. Donc c'était déjà 4 ans après la sortie dans Georges. Et ça a été, là, ça a été un petit peu long parce que le niveau d'exigence du duo Cruciforme-Gazole, et voilà, ils voulaient... Peut-être ça leur faisait aussi plus peur que ce soit cette carte blanche dans un magazine, là d'en faire un projet d'album. Et puis il y avait aussi, il fallait tenir plus la longueur sur ce principe de forme. Il fallait vraiment que le texte soit au niveau. Enfin, c'était... Voilà. On a travaillé main dans la main avec eux pendant tout ce temps-là. Donc il est sorti au mois de septembre 2021. Vous avez d'emblée décidé de créer une exposition liée à ce livre au musée de Poche à Paris. C'est un peu votre plaisir de toujours réfléchir à comment faire vivre votre production sous un autre aspect que celui de départ. Oui, c'est un plaisir. C'est aussi une façon de faire vivre le livre plus longtemps. C'est parce que la durée de vie d'un livre en librairie, c'est très court. Il y a tellement de production qu'il est vite chassé des tables. Donc l'exposition, ça permet une autre respiration, un autre temps. C'est aussi intéressant de travailler avec les auteurs. Ça permet aussi de recréer une actualité autour du livre quand il est accueilli en librairie, en bibliothèque aussi. C'est souvent des expositions qu'on veut pas passives. C'est un peu comme les enquêtes qu'on crée pour Quai du Polar.
C'est pas juste des mises sous cadre et puis on passe devant ou on est passif. On essaye toujours de créer ou l'atelier qui va avec ou des choses plus interactives. On a toujours fait ça. On a fait ça avec Pompier et Gorille, une expo à Colomiers où il y avait aussi des choses à observer. Jeux, ouais. Il y avait des jeux dans l'expo, des petits cartons. Chacun pouvait dessiner un petit dessin, etc. On l'a fait beaucoup avec un album sur documentaire sur l'espace avec Gaël Almeras. Et là, oui, ça devient naturel pour nous d'accompagner la sortie du livre d'autres choses. Alors, c'est naturel pour nous, mais c'est les auteurs aussi. Souvent, je sens en tout cas des relations qu'on a, nous, avec nos auteurs, qu'ils aimeraient faire ça plus souvent, mais que les éditeurs s'en emparent pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément le temps. Et en fait, ils ont tellement exploré ce travail de la forme qu'évidemment, ils ont 15 ateliers dans leur tablette. Ils ont un jeu de mémoire qu'on est en train d'éditer, qui est un jeu de mémoire qui va plus loin que le jeu de mémoire. Un jeu de mémoire avec des règles vraiment spécifiques, des cartes pouvoir, des cartes collaboratives. C'est pas un jeu de mémoire classique. Ça, ils en ont l'envie. Et nous, on s'autorise le fait de les accompagner pour aller plus loin parce qu'on l'a vu dans toute notre aventure. C'est un peu un ping-pong entre toutes nos créations qui se font écho et qui construisent l'identité de la maison d'édition comme ça. Et cette identité, elle apparaît plus clairement aux yeux des libraires. C'est ce que vous m'avez expliqué, c'est que lorsque les libraires découvrent vos livres, ça leur donne envie de mettre en avant le magazine Georges. Et là, ils commencent à trouver alors sa place en librairie par l'aide finalement du livre. Bah, ça se nourrit, c'est vrai qu'on est beaucoup vu en librairie, enfin, c'est souvent ce qu'on nous dit, on a vu Georges, on a vu Graou, et que les 2 livres de cette année ont certainement aidé à ce que les libraires se disent « Ah oui, mais Maison Georges, ils font aussi Georges », et l'un nourrit l'autre. Enfin, nos livres sont souvent issus de rencontres qu'on a fait dans les magazines. Le livre d'Eva Alfredo, c'est aussi une rencontre. Pompier et Gorille, c'est une rencontre. Gaëlle, elle l'avait aussi écrit dans... Donc voilà, il y a vraiment une interaction entre les magazines et donc ça se répond, ça se retrouve aussi en librairie. Parce qu'il y a Au Japon qui est sorti au printemps, qui est donc un documentaire poétique et narratif sur ce sont des portraits de femmes, 8 femmes, oui. de 8 femmes japonaises. Oui. C'est un livre qui, lui, pour sa part également, est né dans ce numéro, le numéro Japon de Georges, où on trouvait déjà une l'histoire de fiction créée pour Georges. On avait demandé à Eva et elle avait écrit cette histoire de Camille. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire et tout de suite on lui a proposé d'aller plus loin. Donc on pensait qu'elle allait peut-être repartir de cette histoire et l'allonger et puis voilà, en discutant, ça a été une très très belle rencontre. Et du coup le projet a évolué. Finalement on a oublié les Camilles et on est parti plus sur ces 8 femmes, 8 couleurs. On en revient aussi aux couleurs là. Qui nous parlent de leur enfance, de leur métier, de comment elles se sont autodéterminées dans leur choix de carrière, dans leur choix de métier. Et c'est un très beau livre sur la féminité, je trouve, que vraiment vous avez fait un travail très condensé au-delà de l'aspect japonais. Finalement, ce sont vraiment des très très beaux portraits de femmes. Ce sont des portraits réels. Ou est-ce qu'ils sont nourris de plusieurs rencontres, peut-être, pour construire un personnage? Non, oui, c'est plusieurs rencontres. Elle a voyagé au Japon, donc les métiers existent vraiment, les villes dans lesquelles sont exercés ces métiers existent vraiment, et évidemment tout le vocabulaire, etc. existe, mais les femmes en elles-mêmes, elle n'a pas rencontré Ushimuzu, qui s'occupe des mousses, qui est bryologue. Le prénom aussi a été inventé parce qu'il y a toujours un petit clin d'œil au métier dans le prénom. Avec des métiers très improbables, mais tout à fait réels au Japon, comme une femme qui est ensableuse, qui permet aux gens de prendre des bains de sable, ou une restauratrice kintsugi qui répare de la vaisselle, et comme le soulignait Catherine dans sa notice pour la revue des livres pour enfants, avec de la poudre d'or. Il y a à la fois le portrait des femmes, il y a aussi chaque fois des portraits d'objets qui sont très très
iconiques par rapport au métier qu'elles occupent, et j'ai l'impression qu'on a vraiment là aussi un condensé de ce que propose Georges, qui est d'aller vers l'essence même de l'objet pour le rendre vraiment à son état d'icône. C'est assez stupéfiant de voir que ces livres sont complètement différents, mais correspondent tellement à ce qu'est Georges. Qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite au niveau des livres? Est-ce que vous avez déjà des projets éditoriaux dont vous pouvez parler, ou est-ce que pour l'instant vous prenez votre temps et on verra bien pour 2022? Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la suite de la BD documentaire sur l'espace, le Super Week-end de l'espace. Il y a une suite qui arrive l'année prochaine, qui va s'appeler le Super Week-end de l'océan, donc toujours par Gaël, en couleur cette fois. Ça va être notre plus gros livre en nombre de pages. Ça va être un très très bel album avec des pages qui se déplient, tout ça. Ça c'est, voilà, il sortira au mois de mai. Voilà. On a un autre projet, malheureusement il va être très graphique, mais je peux pas en parler, c'est encore un petit peu secret, mais il y a un objet aussi iconique dedans, il va vous plaire, qui parle aussi aux parents et aux enfants, qui est très ludique, et il y a une très grosse recherche graphique. On est tout au début du projet, ça ce sera pour 2023. On a aussi un projet d'album avec Stéphie Brocoli, parce qu'elle a fait une rubrique dans Graou, qui est une rubrique où l'enfant suit avec le doigt une courbe. C'est un peu la page un peu documentaire pour Graou. Donc là, on travaille avec elle à une idée de plus de compilation de ce concept-là. Et je crois que pour l'instant, c'est tout. On a un nouveau projet avec Eva. Oui. Mais c'est un petit peu secret. C'est secret. Si on revient à Georges, après deux nouvelles formules et 10 ans d'existence, est-ce que Georges a atteint son âge de maturité? Est-ce que pour vous, il est comme vous voudriez qu'il soit, ou est-ce qu'il y a toujours dans votre tête une petite envie de le faire évoluer, de continuer à ce qu'il change avec les années, ou est-ce que pour l'instant, il correspond à ce que... Personnellement, oui, je pense pas qu'il soit figé dans le temps. C'est pas trop notre ADN de figer. Je pense ça évolue. Les enfants, ils changent. Donc, pour moi, il y a encore un peu de choses à faire. Par exemple, dans les pages d'actualité, là, comme c'est moi qui sélectionne les livres, j'aimerais bien des fois ouvrir plus. Je le fais de temps en temps, mais pas assez. À des applications graphiques ou à des jeux, mais qui ont vraiment nos valeurs. J'en ai chroniqué quelques-unes. Ça, je pense, oui. J'aimerais bien des fois qu'il y ait aussi plus de jeux, comme on avait fait un numéro Georges Fantôme, qui était tout en noir et blanc, des jeux avec le papier, des jeux sur la fabrication. Mais bon, ça coûte très très cher. Celui-là, il était entièrement colorié, phosphorescent. C'était pas une idée de moi, hein. C'était une idée de Stéphanie. Mais j'aime bien quand on arrive à surprendre l'enfant comme ça, avec un numéro différent. J'aimerais bien aussi des fois, mais ça c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas trop numérique chez Georges, qu'il y ait un peu des choses qui s'animent. On connaît des artistes qui font des très belles choses avec des images qui s'animent, par exemple. Donc oui, il y a, voilà, sans renier qu'on est du papier, on restera toujours du papier, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Oui. Après, je pense que là, en termes de qu'il y ait des choses à faire évoluer encore, et surtout se fermer aucune porte et continuer à inventer un petit peu le chemin pour la suite de Georges, ça c'est sûr. Après, en termes de maturité, je pense que là, il est arrivé à quelque chose dont on est vraiment... je pense qu'il est solide comme il est actuellement, et on le sent d'ailleurs... Ça fait 2 ans que Georges croît en nombre d'abonnés, croît en nombre de réabonnements, énormément. C'est-à-dire que là, ça y est, on a des très bons... On est à 60% de fidélisation sur les abonnés d'abonnement de Georges, et ça veut dire quelque chose. Quand les enfants sur toute cette tranche d'âge-là, c'est plus facile pour Graou parce que les gens offrent le magazine ou le prennent pour eux, mais ils sont plus petits, et c'est eux qui sont totalement prescripteurs. Pour Georges, ils peuvent faire le choix d'offrir. Après, l'enfant choisit s'il veut rester abonné à Georges ou s'il préfère aller sur Sciences et Vie Junior ou sur que sais-je. Et là, on a vraiment, et sur les retours de lecteurs,
Et sur le vrai, les vraies sanctions du réabonnement, on a mesuré là depuis 2 ans vraiment des résultats assez incroyables. Donc je pense que c'est bon signe. et voilà, après on a peut-être aussi d'autres projets de magazine. Par contre, on n'aura pas l'occasion d'en parler. Je pense que Corinne me fait des signes depuis 5 minutes. Depuis 5 minutes, il est moins 5. Ah oui. Voilà, il reste quelques minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre quand même... Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.